Bonjour donc à tous les collègues pour cette nouvelle session de Druid. La première a eu lieu la semaine dernière. Donc pour vous présenter Druid, comme l'a rappelé ma collègue Guylaine Robert, que je remercie pour avoir géré toute la logistique. Et puis on est donc avec mes deux collègues Aurélie Garnier et Christophe Dujardin. Toute une équipe. Je ne suis que le porteur du message et de la présentation aujourd'hui. Donc la session, elle a eu lieu la première la semaine dernière. Entre-temps, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc on a remis à jour le diaporama. Je le dis au cas où on a des collègues qui se soient reconnectés à cette deuxième fois, tellement la première était bien. À l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc, on va faire une présentation globale du projet. Ça va aller assez vite, hein, vu que le principe d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer Druid, à quoi ça ressemble, comment ça marche. Donc, et puis de parler de la phase de test qui a démarré donc, depuis hier, pour laquelle on a déjà des retours, d'où tout l'intérêt hein, de faire des tests ouverts comme ça, grandeur nature. Un petit mot sur la suite parce que Druid, comme vous le savez, si vous avez bien lu, bah, c'est le logiciel qui va prendre, et qui remplace tous les logiciels aujourd'hui qui servent pour la transmission des données PMSI. Tous hormis, juste, un qui est Matisse. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais cette fois-ci encore plus, tout ce qui concerne les prérequis et notamment les points d'attention. C'est une version de démonstration. Qui dit version de démo, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit la mieux possible, la plus aboutie possible, mais il y a déjà des points, notamment du fait même du fonctionnement de cette version de démo et la période sur laquelle elle envoie, où on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ont été bloquées pour cela. Après, on fait une petite pause de questions-réponses sur cette première partie. On fait ensuite la démonstration, donc avec les cas d'usage les plus fréquents, là où ça marche. Toute la difficulté, hein, et puis c'est le retour aussi par rapport à la session de la semaine dernière, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre les gens qui sont, alors je vais dire, très informatique friendly, très geek, etc., et qui se débrouillent très bien et qui vont trouver peut-être ça un peu soporifique, et puis rien de nouveau et tout, et les autres collègues qui sont plus qui sont pas très habitués à faire de la manipulation de fichiers, etc. Et donc voilà, on essaiera de trouver le bon équilibre et j'espère qu'on l'atteindra cette fois-ci. Et puis à nouveau, une session de questions-réponses. Vous verrez à la suite de ce diaporama et puis ce qu'on avait publié, on a essayé de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées la semaine dernière. Alors à l'ensemble, c'est les questions les plus fréquemment posées, des questions pas forcément très précises parce que je pense que ça, pour le coup, on va prendre contact avec les établissements en question. Le diaporama aujourd'hui, déjà, il est publié sur le site, mais il va être enrichi suite à vos questions d'aujourd'hui avec les questions qui n'ont pas été posées et les réponses apportées la semaine dernière. L'enregistrement aujourd'hui de cette session, lui aussi, il va être mis en, en, en ligne sur la chaîne de la TIH. Donc, pas de panique si j'ai été un peu trop rapide. Il paraît que je l'ai été à certains moments la semaine dernière. Vous pourrez avoir le plaisir de revisualiser cela. Alors, donc, Druid, hein, c'est vraiment le terme pour remonter, unifier et intégrer des données des établissements de santé. C'est un projet qui a été lancé maintenant depuis quelques années, comme vous le savez, avec des hauts et des bas et du retard par rapport à ce qui avait été annoncé. Mais les objectifs qui ont été donnés, c'était de remplacer l'ensemble de tous les outils à disposition des établissements, tous les champs confondus par un seul outil d'une part. L'autre objectif, il est de commander à distance la plateforme IPMSI. Par cela, ça veut dire, aujourd'hui, vous êtes obligé de vous connecter à IPMSI, notamment pour regarder les résultats, générer les tableaux valides, les récupérer, valider vos données. Demain, vous pourrez le faire avec Druid. Mais là, tout de suite, cette possibilité de se connecter à IPMSI, elle demeurera. C'est-à-dire que ça n'est pas un remplacement total, c'est une possibilité qui est offerte par Druid. Ensuite, le, le Druid a été redéveloppé pour être fait en termes de modules.
qui permettent chacune une de ces fonctionnalités-là. On comprendra dans la slide d'après tout l'intérêt de cette architecture en module. Et ensuite, bien sûr, on a profité pour améliorer les fonctionnalités qui existaient, et on en rajouté d'autres. Par exemple, l'automatisation des mises à jour, on reviendra sur ça. Des rapports de synthèse, de détail, une fonctionnalité IPMSI qui permet de savoir justement et de suivre, où est-ce qu'on en est en termes de traitement, de validation, qu'est-ce qui a été transmis, pas transmis, et directement à partir donc de Druid. Et enfin, on a enrichi les formats, qui, comme vous les connaissez aujourd'hui, mais qui seront sous format CSV, texte et puis demain en format JSON. En fait, toute l'idée, elle est de préparer le futur. En fait, initialement, hein, l'idée de Doride et le fait qu'il soit basé sur des modules, c'était de permettre que ces modules soient intégrés directement dans vos DPI, vos systèmes d'information hospitaliers. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un éditeur qui implémente ces modules, ben, vous faites votre contrôle qualité habituel, et puis directement, sans être obligé de vous connecter ni à IPMSI ni à Doride, vous avez cette option de transmettre directement les données vers la plateforme de l'ATIH sans sortir de votre DPI. Dans l'attente de cela, c'est pour ça que l'ATIH a développé donc Druid, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'était tellement le cas qu'on l'avait appelé au début client minimal ATIH, mais on s'est rendu compte que le temps que les éditeurs se saisissent du sujet, il fallait quand même développer quelque chose qui devait être minimal au début et qui est maintenant un vrai logiciel à part entière. Donc c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui au cours des 1 heure et demie ou 2 heures que va durer la session. Mais tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant est préparatoire forcément à cette nouvelle étape. Alors, on a travaillé forcément en cycle itératif avec des versions qui ont été de plus en plus enrichies en modules, hein. Le premier, par exemple, ne concernait que les établissements ex-DG et ne permettait de transmettre que les séjours et les fiches comp. Et puis, il a été enrichi, comme je vous le disais, pour englober l'ensemble des autres choses. On a travaillé en test avec 13 établissements qui ont bien voulu nous accompagner. On profite de cette session pour les remercier parce qu'ils ont vraiment, comme on dit, essuyé les plâtres du début. Je pense notamment à 2 ou 3 établissements qu'on a sollicités depuis ces derniers temps, 1, 2, 3 fois par semaine avec beaucoup d'échanges, et qui nous a permis aussi de voir, et c'est un peu la difficulté, de toute la diversité et des organisations dans les établissements, des systèmes d'information. Il y a eu des choses, on reviendra là-dessus aussi, hein, la cybersécurité, avec toutes ces problématiques qu'il y a eu ces dernières années, et surtout l'année dernière d'ailleurs, avec des politiques de sécurité beaucoup plus importantes auxquelles il fallait s'y adapter aussi. Donc la dernière version, celle dont on parle aujourd'hui, hein, qui reste quand même une version de démonstration, permet de remplacer l'ensemble de tous les logiciels MCO, que ce soit XDG ou XOQN, c'est-à-dire GNRSA, Agraph, etc., y compris les lambda et y compris les visuels, qualité, valo, non-valo. Les seuls deux transmissions qui ne sont pas type de données, c'est ce qui concerne MRC et HTNM, pour lesquels il faudra continuer à utiliser les logiciels Matisse, le logiciel Matisse. On reviendra là-dessus, je vous en dirai un petit mot. Les lambda, du fait que c'est une version de démo, on a préféré que ce soit pas, qu'il ne soit pas possible de transmettre. Mais je vous dirai un petit mot tout à l'heure. Mais à garder en tête, ça concerne donc du coup tous les types de données. Alors, la fameuse phase de test ouverte à tous les établissements, donc MCO. L'objectif, il est bien sûr pour vous de vous approprier, l'outil. On a essayé de faire en sorte de changer des choses, mais en même temps, vous le verrez et je l'espère, et en tout cas, ça fait partie des choses qui nous ont été, en termes de retour par les 13 établissements dont je parlais tout à l'heure, on n'est pas non plus complètement perdu, par rapport aux modalités de fonctionnement des outils, actuels. Il s'agit donc du coup pour vous surtout d'anticiper en fait les éventuelles adaptation d'organisation et de matériel. Notamment, on le sait, et c'est des questions qui nous ont été posées la semaine dernière, c'est que certains fichiers de facturation, les RSF, ACE, les fiches sup, ça c'est pour les collègues du
ex-DG, sont des fois réalisés par, les contrôleurs de gestion, par le service de la facturation, et cetera. Donc, il s'agit de s'adapter à ça, soit en leur créant des comptes, dans Plage, soit de voir, est-ce que ça passera toujours par le DIM, et cetera. Donc il faut anticiper cela. Deuxièmement, en fait, ça permettait aussi pour vous, et ça c'est une question qui est revenue très souvent, c'est les histoires de capacité de stockage. On le redira tout à l'heure, de votre espace utilisateur, parce que Druid en fait est plus gourmand que les outils classiques qu'on a actuellement. Donc il faut vérifier la capacité des disques durs ou de vos machines virtuelles. Enfin, je l'ai dit, c'est tout ce qui concerne le paramétrage du pare-feu des systèmes d'information hospitaliers, où il faut faire ça en cohérence du coup, avec votre DSI pour permettre à Android de communiquer avec les plateformes de la TIH et créer ces exceptions. Enfin, et on l'a vu, hein, depuis, maintenant hier, malgré tous les tests et toute la bonne volonté, que ce soit en interne avec les collègues des établissements et cetera, forcément, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé ou à côté desquelles on est passé ou des choses qu'on a anticipées et qui malgré tout peuvent ne pas marcher. Donc c'est tout l'intérêt de ça et on voit, hein, hier les collègues là qui ont commencé à tester, nous remontent déjà des questions et des difficultés et pour lesquels on a pour la plupart déjà des solutions ou sinon on les proposera avant la bascule. Alors, durant cette phase de test qui a commencé donc hier, vu qu'on a mis en ligne la version de démo que je vais vous présenter tout à l'heure, elle va durer jusqu'à fin mars. La version, c'est une version de démonstration, c'est la 0690. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que c'est quelque chose pour laquelle on a eu beaucoup de questions et qui peut bloquer, alors que c'est tout simple, c'est juste un petit problème d'attention. Il s'agit de choisir sur Druid bien la période M0 2022. Alors certains l'appellent la période brouillon, tiens j'ai mis même un S d'ailleurs, une petite erreur, ou la période de test, donc ça c'est sur Druid. Ensuite, comme Druid va envoyer les données sur cette période-là sur IPMSI, il fallait choisir une période sur IPMSI. Donc IPMSI, quand il va recevoir des données en M0, il va être traité comme si c'était du M10 2022. D'accord? Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on a fait ce choix-là et comment il faudrait s'organiser. Il y a un guide utilisateur qui est disponible donc avec le lot de téléchargement quand vous allez le télécharger, qui est très complet, précis, notamment avec tout ce qu'il faut pour faire tourner la machine. On a le projet de prévoir peut-être aussi un document de quick start ou enfin pour démarrage rapide quand tout marche bien. Le logiciel et la version de démo, elle est déjà disponible, comme je le disais, depuis hier sur l'espace de téléchargement, hein, là où télécharger habituel, et donc à la lettre D comme Droid. Et pendant cette phase de support, il y a la outline et le support dont on vous a remis l'adresse ici. Là aussi, hein, pas de panique, c'est déjà sur le site de l'agence, mais donc c'est support@atih.santé.fr. Et d'autre part, on a créé aussi un thème Agora dédié. On essaye d'être réactif sur cela et comme je vous disais déjà depuis hier, on commence à avoir des questions sur ce sujet. Alors, les étapes suivantes, une fois cette phase terminée, mais qu'on a déjà commencé, donc il y aura une version M3 2023, parce que comme vous l'avez lu, et comme je l'ai dit en début, Druid va remplacer l'ensemble de tous les logiciels qui existent aujourd'hui pour les transmissions MCO. Donc, ça intégrera les nouveautés des formats M3 2023, ce qui vous a été présenté dans les notices techniques, guides méthodologiques provisoires, etc. Elle sera mise à disposition début avril, donc sur l'espace de téléchargement, hein, comme d'habitude. Euh, Là-dessus, voilà. Après, je le redis encore une fois, je me permets, hein, peut-être que vous trouvez que c'est un peu rébarbatif, mais comme on a des collègues qui arrivent au fur et à mesure de l'avancée du webinaire, on a eu plein de questions sur ça en fin de présentation la semaine dernière. Du coup, voilà, je réinsiste, ce n'est pas qu'un petit Alzheimer débutant. Donc, ça remplace effectivement tous les logiciels hormis Mantis.
Les travaux par la suite, parce que, l'ambition, comme je le disais, c'est de remplacer l'ensemble de tous les outils de tous les champs, donc SSRH et des psychiatries. Ça va débuter là courant 2023 et on va retravailler en cycle itératif, c'est-à-dire, voilà, choisir et demander de l'aide aux établissements pour qu'ils puissent participer à, aux phases de test et de développement. Il y a de l'autre côté les travaux donc Druid API, hein, pour rappel, donc c'est les modules qui pourront être intégrés directement dans les systèmes d'info, les DPI, et cetera. Et ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre en 2023. On avait eu la question la semaine dernière pour dire: «Est-ce que nous, DIM, quand on a la possibilité, est-ce qu'on pourra récupérer ces fameux API, qu'on pourra les intégrer?» La réponse, elle est oui. Vous verrez ça en fin de diapo, où on répond, oui, et il y aura pas de problème pour les mettre à disposition de tout le monde. Alors, une fois dit tout cela, alors d'habitude on fait les prérequis après avoir montré, le logiciel et cetera. Là, je vais en profiter pendant que vous êtes, encore tous alertes pour repasser en revue ces points-là, et de toute façon, on en redira encore un petit mot tout à l'heure. Alors dans les prérequis, l'idée elle est vraiment de suivre en fait l'évolution des différents systèmes d'exploitation, et de ne garder que ceux qui sont déclarés maintenus donc par Microsoft. Donc l'environnement unique qui marche, c'est le Windows 10 ou bien sûr ultérieur. Pour les gens qui sont sur des WinServer, et cetera, on a revérifié là aussi, bon je ne l'ai pas noté là, mais le WinServer par exemple 2019, c'est une question qui nous a été posée la semaine dernière. Nous dans les tests qu'on a fait, ça marche. Si vous êtes dans cette difficulté-là, n'hésitez pas à voilà, à mettre un petit mot, on reviendra vers vous pour, vérifier, cela avec vous. L'autre, chose qui semble aussi évidente, c'est il faut vraiment disposer de droits d'écriture et de lecture sur les fichiers d'installation, de travail, sur le poste sur lequel vous installez Druid. Il faut utiliser donc les logins et mots de passe de plage. Vérifiez bien que vous avez bien le rôle attaché à ces logins de gestionnaire de fichiers, et puis plus ou moins valideur des résultats sur EPMSI si vous voulez valider les données directement à partir de Druid. Ensuite, et comme je le disais tout à l'heure, Druid est un peu plus gourmand en termes d'espace, et notamment sur le profil utilisateur. Et donc, il faut prévoir suffisamment d'espace, et notamment pour les répertoires temporaires. Il faut prévoir à peu près à 4-5 fois le volume des données que vous mettez en entrée. On verra ensuite qu'il y a une fenêtre qui s'appelle la fenêtre trace qui suit, et qui, s'il n'y a pas d'espace suffisant, bah voilà, vous verrez que le traitement se bloque et il y a un message pour dire qu'il y a un espace insuffisant. En fait, aujourd'hui, avec les architectures des ordinateurs qu'il y a, etc., on sait que les profils utilisateurs sont minimes, et ça peut poser ce type de soucis. Donc voilà, ça c'est à vérifier au cas où Druid ne fonctionne pas chez vous. L'autre point, à nouveau, c'est cette histoire de pare-feu. Donc là, on vous a mis les 2 adresses à voir avec votre DSI si ça ne marche pas, pour qu'il puisse être autorisé, dans le pare-feu de votre SIH. Là aussi, hein, c'est déjà sur le site de la TIH, pas de panique, vous pourrez les reprendre. Alors, des points d'attention. Comme je vous le disais, c'est version de démo, et les retours que nous avons, c'est que cette, version, quand on prend des volumes importants de données, bah, malheureusement, elle est, moins performante que, les logiciels GNRSA, ou Agraph. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est-à-dire de procéder plutôt en 2 temps. Dans un premier temps, voilà, vous installez, Druid, et puis vous prenez juste les données de M1 ou de M2 pour vérifier que, tout marche. C'est-à-dire les 3 étapes principales qu'on va voir tout à l'heure à chaque fois, en fonction du type de fichier, il faut faire un contrôle. On a un message pour dire que tout s'est bien passé, qu'il y a un message, que les données sont transmettables, transmettre, et enfin récupérer les résultats. Si ça c'est bon, ça veut dire que ça fonctionne, et donc dans ce cas-là, deuxième étape, bah, là vous refaites la même procédure mais avec vos véritables données M10 2022. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, les données elles sont envoyées, en
en période M0 sur IPMSI, mais il les traite comme si c'était des données M10. Et donc vous allez pouvoir récupérer les tableaux et ainsi les comparer par rapport à la transmission officielle que vous aviez fait déjà pour M10 2022 et ainsi comparer les résultats. Ça fait partie du travail de test quand vous disiez on avait fait ça avec les collègues et les 13 établissements, c'était de vérifier. Et donc on verra dans la diapo ensuite, il y a des choses qui, de fait d'avoir envoyé sur M0, vont être différentes, mais les données principales doivent être exactement les mêmes quand on a utilisé, et j'insiste beaucoup sur ça, il faut utiliser vraiment les fichiers que vous avez utilisés en entrée des logiciels pour la transmission M10. Alors, si il y a un échec à l'une des étapes, c'est-à-dire au moment de contrôler, de transmettre, de récupérer les résultats, et d'ailleurs, spontanément pour le premier temps que vous installez, on vous conseille d'ouvrir systématiquement la fenêtre trace. On verra ce que c'est que la fenêtre trace. C'est un petit bouton tout en bas à gauche avec des traces, des pas, et qui permet de suivre le déroulé de tout le processus. En fait, il faut l'ouvrir avant de lancer le traitement. J'ai eu pareil, on a eu des petites questions, me dire: «Ah mais j'ai ouvert la fenêtre trace, il y a rien dedans». C'est un peu normal parce qu'il faut l'ouvrir et ensuite lancer le traitement. Donc il faut voilà, vous l'ouvrez, vous lancez le traitement et vous suivez, le déroulé et vous verrez les messages d'erreur qui peuvent s'afficher. Si là-dessus, il n'y a pas de souci, en fait, il y a un autre point à vérifier, c'est un rapport de synthèse. Une fois qu'on a laissé on a envoyé le contrôle, si vous avez l'information donnée non transmettable, il faut ouvrir la fenêtre de synthèse. Là aussi, on verra tout à l'heure, hein. En fait, pour qu'il puisse y avoir un envoi et que ça marche, il faut au moins qu'il y ait un RSS, une combinaison entre un RSS, une UM et au moins un OSP ou un RSFA qui soit valable. Si, par exemple, imaginons tout votre fichier d'UM n'est pas du tout au bon format, par exemple, il y a un caractère supplémentaire ou 4 caractères supplémentaires, bah forcément, la combinaison ne marche pas et le traitement est bloqué et vous allez avoir le message, pardon, données non transmettable. Il suffit d'ouvrir du coup le compte rendu de synthèse et on voit que 100% des UM ne sont pas bonnes et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et donc là, il faut aller corriger le fichier d'UM. Sur les questions qui nous ont été le plus posées et puis, les causes, à nouveau, c'était vraiment le pare-feu. On a vu les espaces disques insuffisants, donc ça, vous avez compris, il faut ouvrir la fenêtre trace et puis, ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que les fichiers d'UM étaient pas conformes et qu'il y avait aucun enregistrement qui était validé. Donc pour ça, on voit dans la fenêtre de compte rendu, de synthèse ou compte rendu global. Il y a ensuite, pour ceux qui vont avoir le temps et feront cet exercice, nous le ferons remonter et je vous remercie d'avance, des différences de toute façon qui vont être, qu'on connaît déjà, comme je vous le disais, du fait qu'on va envoyer sur du M0. C'est-à-dire que le nombre d'anomalies en fait détectées par Druid est supérieur aux anomalies détectées par les logiciels classiques. Notamment quand on dit, bah, il faut que la valeur elle soit numérique, Druid il va exiger qu'elle soit numérique. Alors on a essayé la la à chaque fois que c'est possible de le permettre et de ne pas bloquer ces transmissions-là. C'est vous avez juste une alerte, un test non bloquant. Malheureusement, malgré le fait de passer en revue l'ensemble de tous les tests, on se rend compte qu'il y en a quelques-uns, là, notamment tout à l'heure, voilà, un des messages qui a été posté sur Agora pour nous dire, «Ça ne passe pas». En fait, c'était, une variable numérique, mais qui était remplie par des espaces au lieu d'être remplie par des zéros. Donc là-dessus, bon, on va pouvoir apporter, des corrections, mais il faut s'attendre et notamment pour tout ce qui est fichier de facturation et cetera, là, aujourd'hui, on a ciblé le fait d'accepter en fait, les outils classiques aujourd'hui, GNRSA par exemple ou Agraph acceptent beaucoup de choses et sont un peu plus souples. Druid est un peu plus, rigide. Il ne devrait pas bloquer aujourd'hui, mais je pense que pour améliorer l'interopérabilité, des fichiers, les communications, il va falloir durcir les choses un peu plus. Mais il y aura de la communication là-dessus et puis on travaillera sur ça en cours de 2023.
L'autre chose, si vous comparez donc les tableaux issus, du traitement Druid M0 2022 et votre transmission, classique, on sait qu'il va y avoir des problématiques sur le référentiel et vous devrez avoir quelques molécules onéreuses ou DMI qui ne passent pas. Aujourd'hui, quand on regarde les fichiers, il y a des fois, voilà, des références de molécules qui n'existent pas dans les référentiels ou dans les DMI, mais qui remontent quand même malgré tout dans les outils classiques, mais que Druid ne remontera pas. Enfin, les tableaux Android au format, les tableaux en fait envoyés par Android et qui sont au format .csv ne sont soit pour certains ne sont pas encore utilisables, soit présentent dans cette version de démo encore des ajustements qu'on est en train de faire. Alors on peut se poser la question de dire: «Mais pourquoi vous n'avez pas, corrigé tout cela?» et cetera. On était pris entre le fait de proposer le plus tôt possible et puis certains d'entre vous nous le reprochent en me disant: «Ah mais on est déjà fin, mi-février pour une bascule, début avril, c'est un peu short». Ce qu'on peut tout à fait entendre, mais c'est pour ça aussi qu'on a essayé voilà, de trouver le bon équilibre entre, ces 2 contraintes. Enfin, pendant la phase de test, c'est tout à fait normal que vous puissiez contrôler, faire des contrôles, bon, sur les lambda séjours et les lambda ACE, mais par contre, la transmission ne marchera pas. On ne voulait pas créer de «bazar» entre guillemets, excusez l'expression, sur la plateforme IPMSI, même si c'est vraiment bien cadré avec cette version de démonstration, d'accord? Donc, les modules existent, ils fonctionnent, mais vous ne pourrez pas faire de transmission donc, pour les lambda séjours et le lambda SE. Mais ça sera le cas, bien sûr, avec la version suivante. La performance et le temps de traitement, donc ça, je vous en ai dit un mot déjà. Donc procédez vraiment en 2 temps. Heu, Ouvrir la fenêtre trace pour voir et ne pas être inquiet sur le fait que le traitement avance. Dernier petit point, avec cette version de démonstration, il faut réaliser vraiment les traitements de façon, séquentielle. Pour les collègues ex-DG, c'est-à-dire il faut faire, le contrôle des séjours, et tous les fiches comp, les transmettre. Ensuite, contrôler le fichier RSF SCE, le transmettre et enfin faire les fiches sup. Si vous faites les contrôles, fiches séjours, fiches comp en même temps qu'RSF SCE, fiches sup et cetera, ça risque de ne pas marcher avec cette version de démonstration. La version de prod permettra, de enfin la version pardon, finale devrait pouvoir le permettre. Enfin, pour ne rien manquer, mais je pense que vous avez dû le voir aussi, on a mis à jour, une rubrique qui est dédiée à Druid dans l'adresse, elle est là. Vous y trouverez vous avez dû voir, sur le site de la TIH qu'on a mis, comme je vous le disais, bah, le diaporama de la semaine dernière, toutes les informations et on a remis là aussi le lien pour, l'enregistrement, du webinaire et qui est sur, la chaîne de l'ATIH, la chaîne YouTube. Voilà, chers collègues, sur cette première partie, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on fasse un petite, pause, de questions-réponses sur ces points-là, sachant que, on pourra, revenir et qu'il y aura une deuxième phase là-dessus. Alors mes collègues, Christophe et Aurélie, je ne sais pas si Aurélie, tu souhaites, nous poser une petite question Ah oui. par rapport à ce qui a été posé? Alors les questions, j'en ai eu quelques-unes effectivement. Donc, les tableaux PMSI seront-ils changés? Non, sur la plateforme PMSI, donc si on parle bien des tableaux valides, ils seront à l'identique de ce que vous avez actuellement. C'est vraiment Android concerne vraiment la partie logicielle. J'ai une deuxième question sur la période M0 2022. Continuera-t-elle à être utilisable comme d'habitude si on ne passe pas par Druid? Oui, il n'y a pas de raison. Là, on utilise vraiment cette période M0, pour Druid, pour nous faciliter aussi la tâche de notre côté et pour permettre, de l'utiliser pour vraiment pour cette version test. Mais enfin, ouais, vas-y Anis, si tu veux. Oui, alors, après effectivement la question, si c'est, la période M0, 2023 ou 2022 Non, donc c'est ça que 2022. oui, d'accord. Bon.
Ça me vient oui, oui, c'est tout à fait Enfin, possible. Après oui. effectivement, maintenant que vous avez dû réaliser votre transmission déjà M12 2022, je vois, oui, normalement, voilà, il y a plus besoin d'aller retester des choses, mais oui, oui, elle pourra être, possible. Je voulais juste vérifier est-ce qu'il parlait bien de M M0 2022, pardon. Et dans le même ordre d'idée, on avait aussi, quelqu'un qui s'inquiétait de savoir si on demandait bien, le volume de données minimal qu'on demandait à transmettre, c'était bien le M1 et le M2 de 2022 et pas de 2023. Donc c'est bien 2022. Oui. Voilà, et j'ai une autre question à savoir, est-ce que Druid ne fonctionnera pas avec Windows 7? Alors si, heu, On garantit donc pas. Au niveau de l'ATH, on garantit pas le fonctionnement de Windows 7, voilà. puisque le support n'est plus assuré au niveau de Microsoft. Donc c'est possible que ça marche. Après le problème, c'est que, voilà, comme le dit Christophe très bien, pas le garantir et les collègues, clairement, ce ne sera pas une «priorité» entre guillemets sur, heu, sur des éventuelles évolutions, tout. Est-ce que Chris c'est bon pour toi Aurélie? Alors j'ai une autre question parce que quelqu'un s'inquiétait également à savoir si Druid reprenait le SSR. Donc on est d'accord qu'à partir d'avril, Druid reprend que la partie MCO pour l'instant. Donc elle intègre, ce que vous connaissez actuellement, c'est Agraph, GNRSA, elle intégrera les visuels valo, le visuel qualité, vous retrouverez tous les fiches sup, mais ça reprend vraiment que la partie MCO pour l'instant. Et les autres champs sont à prévoir et seront intégrés à terme, mais pour avril, c'est que la partie MCO. Voilà pour moi, pour l'instant. Merci Aurélie. Christophe, est-ce que tu avais d'autres questions éventuellement toi? De ton C'est côté? sensiblement les mêmes questions, hein, du côté QR, du questions-réponses. Hem, il y avait une question concernant Windows 11. Windows 11, c'est pareil, comme ça le support est assuré par Microsoft. Voilà, on va encore faire des tests dessus, mais normalement, voilà, je vous dis bien normalement, ça fonctionne sur Windows 11. En tout cas, on va s'assurer que ça fonctionne et assurer le support sur Windows 11. Mais ça reste du côté ATH à tester et à confirmer tout ça, quoi. Moi, j'ai également une autre question. Donc une personne qui a testé Druid, donc bonne fonctionnalité, mais elle n'a pas retrouvé les fichiers in et out. Effectivement, je pense que c'est ce qu'on est en train de développer qui sera, effectivement mis en place pour, le M3. Alors sur les fichiers out, ils sont, hein, cachés quelque part, dans un que de toute façon ils sont transmis et vous allez pouvoir les retrouver. Par contre les fichiers in effectivement, dans cette version de démonstration, ils ne sont pas dispo, mais ils devraient l'être pour, la version de production, à partir de M3 prochain. Mais les out, ils y sont déjà. C'est un truc, je sais plus, je crois de mémoire, ça s'appelle basket quelque chose. Si vous regardez dans vos archives, dans le dossier de sauvegarde, dans les zip, vous finirez par trouver, l'ensemble de ces fichiers out. On pourra peut-être, d'ailleurs, j'y pense, rajouter cette réponse, au niveau du diaporama. Est-ce Alors que j'ai c encore quelques questions qui arrivent. Je sais pas si on a encore le oui, temps. On oui, oui. profite, comme ça fait un peu. Hem, à partir de mars 2023, Druid, mais on ne pourra utiliser l'ancienne formule, donc non. À partir du M3, vous utiliserez Druid pour transmettre vos données Et que Druid. et que Druid. Sauf à nouveau, hein, pour les collègues qui sont arrivés, tardivement au webinaire, sauf donc les MRC et HTNM pour lesquels il faudra continuer à utiliser, l'outil, Matisse. Du moins, au Oui, moins effectivement. pendant les quelques premiers mois, nous sommes en train de voir avec les collègues, est-ce qu'il n'est pas possible d'intégrer cela à Druid, mais pour l'instant, voilà, on a préféré ne pas l'intégrer comme c'est une architecture particulière de ces fichiers. Alors j'ai des Ça questions techniques.
Le format du fichier TRA a changé, il restera comme cela dans le panier. Ça, je sais pas répondre, il faut qu'on je sais pas si Enis ou Aurélie, vous savez répondre? Le format du fichier TRA a changé, il restera comme ça est-ce qu'il est prévu une évolution du format du fichier TRA comme actuellement? Je confonds peut-être avec un autre fichier où il y a effectivement des histoires de signature, et cetera. Mais voilà, on ne Mmh. s'engage pas à ce qu'il ne change pas d'ici M3 parce qu'il y a des petites choses Mmh mh. qui risquent d'arriver d'ici là. Je ne sais pas quel usage, le collègue qui pose la question fait de ce fichier-là. Mais voilà, ça fait partie des ajustements qui vont être apportés, entre cette version de démonstration et la version finale. Mais n'hésitez pas à nous poser la question, par la suite sur Agora, notamment en précisant les besoins que que vous recherchez, ou les raisons pour lesquelles vous utilisez le fichier TRA. Ça nous permettra aussi, voilà, Ouais. d'apporter, des arguments. Alors j'ai une autre question, c'est pourrons-nous être plusieurs à utiliser Druid dans un même établissement? Je laisse répondre Enis. Ah d'accord, oui, 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 Je oui, peux ça fait répondre partie aussi. aussi ouais. Vas-y, à toi. OK, oui, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser, le, logiciel Druid, donc à plusieurs. Il y a pas de souci. En fait, L'important ouais, vas-y. L'important, mais c'est peut-être, voilà, que vous disposiez du login et du mot de passe. Après, vous pouvez l'installer plusieurs fois sur des postes différents et cetera, mais il est relié à votre login et à votre mot de passe. C'est ça qu'il faut avoir en tête. L'âge. Mmh. J'ai encore des questions, donc il y en a plusieurs qui me demandent sur Visual Qualité. Donc oui, vous aurez accès, au Visual Qualité également d'Android. Et j'ai une question également sur les droits administrateurs du poste. Est-ce que la version définitive pourra-t-elle être installée sans droit administrateur? Heu, oui. Alors, ça fait partie, vous verrez dans le diaporama qu'on a déjà publié parce que la question nous avait été posée la semaine dernière. On a vu ça ensemble. On a préféré, dire qu'a priori oui, sauf que pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les problématiques de cybersécurité où les collègues RSSI dans les établissements sont un peu à cran, i la politique, de l'établissement peut, de ne pas le permettre. Voilà, ça, nous, de notre côté, c'est possible, mais par contre, il faut vraiment que vous voyiez ça avec, votre DSI, et est-ce qu'ils acceptent, ou pas? Alors petite précision pour les Visual Qualité, parce que la personne voulait savoir si elle pouvait avoir un accès à Visual Qualité pour M1 et M2 en dehors de Druid. Hem, M1, M2 2023? mais du coup, c'est de cette année, oui, De toute façon, Druid ne pour rentre l'instant, en vous avez les outils, oui, actuels, en fait, hein, oui, qui sont encore disponibles et ensuite tout se retrouvera dans Druid au niveau à partir du M0, du M3, pardon. oui. On a encore le temps pour, 2-3 petites questions, si vous le souhaitez. Est-ce que Druid se mettra à jour tout seul? Vas-y, je te laisse répondre. Alors tout seul sans cliquer, non. Par contre, il y aura une mise à jour automatique. Il y a pas sur cette version de test, mais en tout cas sur la version mise en prod pour M3, il y aura une mise à jour automatique dans le sens où, ça proposera de mettre automatiquement à jour. Vous aurez donc un message parce qu'à chaque fois, Android va se connecter à IPMSI pour vérifier est-ce que vous disposez de la dernière version, ou pas. Et donc vous aurez un message et une demande pour dire: «Souhaitez-vous mettre à jour, le logiciel?» Donc si vous dites «oui», bah, ça se mettra à jour. Si vous dites «non», bah, il se mettra pas à jour. Donc vous pourrez faire éventuellement les contrôles, après on verra, mais vous ne pourrez pas transmettre, heu, avec cette version-là sur la période qui aura été choisie. Aurélie, encore une question de ton côté ou c'est bon, on peut se dire que Hem
passe à la démonstration. Est-ce que le contrôleur de gestion peut envoyer sur Druid de son côté le RSF ACE? Bah, disons qu'il faut qu'il installe Druid sur son poste de travail pour pouvoir transmettre effectivement le RSF ACE. Et avoir un login mot de Ouais, passe sur plage. Donc, à vous, en termes de politique d'établissement, de voir est-ce que c'est quelque chose que vous permettez ou pas de création et d'ouverture de droit, hein. Vous allez sur plage, vous créez les comptes que vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est possible, oui. les données peuvent-elles s'enregistrer de manière automatique sur un DDE? Ah, ça, j'ai pas compris la question. Oui, si les collègues peuvent effectivement, je suis d'accord avec toi, réexpliciter les choses. Ou sinon, voilà, si ça me semble être une question très, très technique. On demande si on doit créer un compte Druid. En fait, c'est votre compte, c'est le compte plage actuel qui sera utilisé pour se connecter à Druid. Et on rappelle, hein, pour la création des comptes plage, c'est en général, c'est le médecin DIM de l'établissement qui dispose des droits pour le faire. Et sinon, vous allez sur la plateforme enfin sur le site de la TIH, vous allez sur la plateforme plage, vous demandez effectivement la création d'un compte et c'est votre, je crois, collègue va me taper. Je ne me rappelle plus de comment ça s'appelle le rôle, administrateur en tout cas plage, et c'est lui qui va vous donner non seulement les droits et le rôle, etc., dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire gestionnaire de fichiers, valideur, etc. Et ça, DDE, c'est disque dur externe. ok. Euh, Bah, en fait, on verra qu'il y a une possibilité de faire les exports une fois qu'on a réalisé le contrôle pour créer donc un panier et qui pourra être ensuite aller sur IPMSI et le télécharger. Alors c'est une procédure dégradée entre guillemets, hein, puisque l'idée elle est de transmettre, mais on verra que si par exemple il y a un problème de connexion Internet ou que sais-je, ça sera possible. Donc, dans ce cas, que ce soit enregistré sur un disque dur externe ou sur le poste de travail, etc. Voilà, il n'y aura pas de souci. J'espère qu'on aura répondu aux collègues. Ok, on arrête là ou vous avez d'autres questions qui arrivent? Peut-être qu'on peut arrêter là? Ouais, bah, oui. J'en ai Oui, non, encore allez, une. vas-y, une dernière. Allez. Est-ce que le RSF ACE doit être déposé dans un ordre précis par rapport au séjour des RSS? Non, Non. non. L'important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de ne pas faire des contrôles en même temps. C'est-à-dire contrôler, transmettre. En tout cas, avec cette version de démo, et on est vraiment désolé pour ça, c'est une contrainte peut-être un peu supplémentaire. Mais voilà, on n'a pas voulu remodifier la version de démonstration pour ce cas-là. Donc, vous pouvez tout à fait faire contrôle, transmettre le RSF ACO en premier ou les fiches sup ou le fiche sup en premier, séjour accompagné des fiches comp en premier. L'idée, c'est vraiment de faire le contrôle, de transmettre pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, les collègues, si vous permettez, on passe à la démo? Juste Anis, parce que là, il y a une question qui est un peu précise pour terminer ce que vous venez de dire, peut-être juste ça, puis après vous passez au reste, si tu veux bien. Oui, oui, Merci. je t'en prie, Je vas-y. les transmets à Aurélie. D'accord. Bon, elle reste sans voix, je crois. Hein. Bah, je sais pas, j'ai pas. Tu n'as pas la réponse. Donc on peut peut-être C'est pas dégaler grave. et puis reprendre tout à l'heure, si tu veux, alors. Du coup, Puis, à Monsieur Vivo, je crois, qui posait cette question. oui, On va alors y réfléchir ouais. et répondre tout à l'heure, si tu préfères. Ok. Je vous propose que... C'était alors attends, Oui, vas-y. excuse-moi, c'était une question par rapport à une diapo. Ah.
c'est ça? Oui. Oui, il Mylène? disait sur la diapo, c'est marqué C'est marqué séquentiel. séquentiel, mais Mais je on ne sais sait pas pas de laquelle. quelle diapo. Ah oui, oui. Bah, c'est la question que vient de poser, c'est en lien avec, je vois laquelle c'est. Si vous voulez, je peux repartager, hein, sur C'est ça. pour l'ordre des fichiers, il dit. Voilà, oui, c'est ça. Il ne comprenait Ah pas oui. dans quel ordre il OK. faut passer les fichiers. Est-ce qu'il y a un ordre précis ou pas? Je crois que c'est ça la Mais je question. pense qu'avec la démo, je pense que Ouais. vous allez peut-être mieux En fait, séquentiel, alors peut-être que quand je disais séquentiel, c'est pas forcément un ordre. C'est vrai que c'est l'ordre habituel. On commence par faire séjour, fiche comp, ensuite on fait les RSFSE, ensuite on fait les fiches sup. Mais c'est tout à fait de commencer, c'est ce que je disais de façon orale. On commence par les fiches sup, après on peut faire les fiches comp, les séjours fiches comp ensemble, et ensuite on fait les RSFACE. Voire on peut faire juste le RSFACE, contrôler, transmettre, quitter, et le lendemain ou le surlendemain faire les séjours et fiches comp. Donc c'est séquentiel au sens, il ne faut pas faire les contrôles en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. J'espère que c'est un peu plus clair pour notre collègue en établissement. Il a compris et il te dit merci. Bon, bah, super. Super. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est, on était de passer à la démonstration. Alors, chers collègues, je vais peut-être quand on lance Dorid, c'est ce que je viens de faire. Après, j'agrandirai, hein. Je suis désolé pour l'arrière-fond, mais c'est toujours le diaporama. Euh, Quand on lance Dorid, on arrive sur cette fenêtre de connexion. Comme vous voyez, là, donc, il y a l'identifiant. Il faut rentrer donc, son mot de passe et il va le reconnaître. Je vais faire exprès. Vous voyez, normalement, voilà, identifiant au mot de passe incorrect. Vous voyez, c'est vraiment le mot de passe que vous utilisez dans IPMSI. D'accord? Là, je vais essayer de taper correctement les choses. Donc là, je m'authentifie et il me reconnaît. Je me permets à ce stade-là de vous montrer trois ou quatre petits points d'alerte, notamment le premier en lien avec des questions qui nous ont été posées dans Agora depuis hier. Ici, on a un paramètre de connexion. Alors là, je me suis identifié, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Druid, surtout si vous l'installez sur la même machine que GenereSA ou Agrave, va chercher en fait vos authentifiants qui sont déjà enregistrés et vous allez pouvoir vous connecter. Sauf qu'il y aura un petit souci au niveau de la transmission. Donc, ce qu'on vous propose pour ceux qui ont cette problématique-là, c'est vraiment d'aller sur paramètres de connexion. Vous allez avoir une touche qui dit tester la connexion et puis si vous passez par un proxy, peut-être que c'est vraiment trop compliqué pour les collègues qui ne sont pas concernés par ça, mais ceux qui sont concernés par ça, d'importer les paramètres proxy que vous avez déjà pour générer ça et pour Agraph, pour qu'il n'y ait pas de souci par la suite pour la transmission. Mais je pourrais revenir là-dessus, premièrement. Ensuite, on a ce qu'on appelle un mode hors ligne. Ici, c'est vraiment, ça permet la procédure dégradée, c'est-à-dire au cas où il y a un souci avec Internet, etc. Il faut s'être au moins connecté une fois de façon réussie avec votre login et votre mot de passe. Ça permet à Droid de vous reconnaître pour les fois d'après. Vous pourrez le lancer ainsi les fois d'après sans qu'il y ait forcément une connexion Internet et donc travailler en localement. On verra que du coup les fonctionnalités sont réduites, mais ça permet de lancer donc cette procédure dégradée, par exemple, pour faire des contrôles itératif sans avoir besoin de se connecter ou de transmettre. Une fois que je me suis identifié, donc là je reviens à ma procédure normale, j'ai le choix des finesses. Beaucoup d'entre vous doivent gérer plusieurs finesses. Par exemple, moi ici, je vais utiliser le finesse 01 et on va se mettre en ex. Le finesse 01 correspond à un établissement ex-DG. Alors, là aussi, je reprends des remarques et des reproches qui ont été faites la semaine dernière en me disant, c'est les collègues ExoQN. Oui, vous n'avez pas montré la partie ExoQN, c'est exactement la même partie. On reviendra sur ça tout à l'heure, mais comme sur XDG, on va utiliser beaucoup plus de fichiers à transmettre et que c'est exactement la même chose, je choisis celui-là. Donc, si je clique là-dessus, j'ai la liste des finesses qui sont corrélées à mon compte et login et mot de passe. D'accord?
je dis valider. Là, c'est une fenêtre que vous connaissez déjà. Donc, pour laquelle il faut préciser les emplacements en fait, des dossiers de téléchargement, on verra tout à l'heure, notamment c'est les tableaux au valide quand on va les télécharger, le répertoire de travail, le répertoire de sauvegarde et le répertoire des rapports. Donc la collègue tout à l'heure qui cherchait les fichiers out, elle va normalement là-dedans pour les trouver. Vous pouvez laisser, et je vous conseille de laisser cocher toujours demander ici et m'avertir à chaque démarrage, sauf si vous êtes sûr et que vous n'allez pas du tout changer vos dossiers. Donc là, je valide. Et normalement, voilà, j'arrive donc sur Druid. Première action à faire, c'est vraiment d'ouvrir en grand pour avoir une visibilité totale. Là, il y a plusieurs choses. Comme vous le voyez, l'onglet au-dessus, donc on est en MCO. Vous voyez, il y a déjà le SSR, HADPSI, mais ils ne sont pas cliquables et ils viendront s'enrichir au fur et à mesure de l'avancée des travaux. À droite, on a les périodes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc là, elles sont disponibles, mais pour cette version de démo, il faut vraiment prendre la période de test M0 et on est en 2022. D'accord? Donc ça, c'est la première. Ensuite, on a le choix de ce qu'on va traiter, choisir. Donc, on est soit sur le premier, c'est le principal, donc il y a les séjours et les fiches comptes, parce que ça représente en fait un seul panier. Il y a le panier des fiches sup, on reviendra sur ça tout à l'heure, le panier des RSF ACE, le panier pour les lambda séjours et les lambda RSF ACE aussi, qu'on appelle lambda ACE. D'accord? Donc, on va pouvoir naviguer entre chacun de ces points-là. On a ensuite un module ici pour gérer les UM et pour éditer le fichier d'UM. Ensuite, on a la liste des fichiers à télécharger, d'accord, OSP, les RSS, etc. On a ici, on peut ouvrir là aussi les autres fiches comp CSV, ce qu'on appelait avant les datexp, d'accord. N'hésitez pas à les ouvrir et à les fermer, vous les avez comme ça, d'accord. Je les laisse là. Il y a un petit ascenseur à droite pour descendre. Premier point, là, on voit un point qui permet de dire, est-ce que pour cette période que je choisis, la plateforme IPMSI, elle est ouverte. Donc, on va voir transmission autorisée. On va voir que ce petit bitonio, la bulle, elle est verte, elle peut devenir orange ou devenir rouge tout à l'heure, et un point pour la rafraîchir. Ensuite, on va avoir les fameux rapports de synthèse, donc c'est compte rendu. Donc il y a le premier, c'est un rapport global de synthèse, et ensuite c'est le rapport détaillé. On le verra là aussi. D'accord. Ensuite, on a lié toujours à ce même onglet des choses ici. D'accord. On a un premier bouton qui s'appelle État IPMSI, qui va nous permettre de voir est-ce que j'ai déjà envoyé, où est-ce que j'en suis de mon traitement, etc. Et les 3 étapes dont je parlais tout à l'heure. Une première étape, c'est je contrôle mes données. Une fois que j'ai contrôlé, je peux transmettre et commander un traitement IPMSI et c'est automatique, ou commander un traitement IPMSI sans transmettre. Ça représente vraiment des cas très particuliers pour les collègues. Enfin, j'ai ici quelque chose qui va avancer et me dire où est-ce que j'en suis. Enfin, une fois que quand j'ai tout fini, je vais avoir 3 boutons et ça va concerner, et c'est global, c'est pas relié aux fiches sup ACE, c'est vraiment récupérer les résultats au valide et les autres choses. On va le voir aussi tout à l'heure, parce que par exemple les tableaux au valide, là aujourd'hui, quand vous les récupérez, vous récupérez tous les tableaux en une fois. Ensuite, je vais pouvoir valider ou dévalider, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, commander à distance, bon, quitter. Ensuite, là, on a la fameuse fenêtre trace, d'accord, dont je vous parlais tout à l'heure. On a des petits pas. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez, elle est vide. D'accord. Je vais la laisser ici. Je vais la descendre juste pour qu'on puisse suivre ce que je vous disais tout à l'heure. La fenêtre paramètres pour revenir vers ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord. Les paramétrer donc les dossiers. À savoir que si vous changez les dossiers, forcément, ça n'est actif qu'à partir du contrôle suivant. Les contrôles qui ont été déjà effectués ou sauvegardés, ils resteront dans les anciens fichiers. Alors, après cette présentation très globale, normalement, quand on est donc en mode, c'est-à-dire le cas d'usage le plus fréquent,
je choisis ici mes fichiers. D'accord, j'ai pris un fichier. Alors pour la démonstration d'aujourd'hui, j'ai pris des fichiers pas très conséquents. On a un fichier, on clique là pour prendre, choisir les fichiers de RSA, c'est ce que j'avais fait, et ainsi de suite. J'ai pris mon fichier d'UM, j'ai pris un fichier de fichier complémentaire de DMI que j'ai rentré ici, et j'ai pris un fichier de ANOHOSP, d'accord, qui est là, et enfin un fiche comp.csv de médicaments anticancéreux. Guylaine, est-ce que tu peux juste me dire si c'est bon en termes de débit, ça va? Il y a Non, pas de... oui, moi j'ai eu des remarques, tu vas trop vite. Ah, ok. De toute façon, vous Effectivement, inquiétez. peut-être. D'accord. Alors, vous inquiétez pas parce qu'on va reprendre tout ça. C'était vraiment juste pour avoir une vision globale de l'outil. Là aussi, pareil, ça faisait partie des remarques qui avaient été faites la semaine dernière. Donc, vraiment, première étape, on choisit la période. Elle sera de toute façon normalement automatiquement sur M0, mais j'insiste beaucoup. Il faut vraiment prendre la période M0 ici. Deuxièmement, pour les raisons de la démo aujourd'hui, j'ouvre la fenêtre trace et même pour vous, si vous êtes bloqué, ça permet et on va voir à quoi elle sert. Je rentre, ça il faut chercher ces fichiers, donc je vais faire juste un séjour, mon fichier d'UM, un fichier de DMI et un fiche comp, et enfin un fichier d'atexp, ex-datexp qu'on appelle aujourd'hui fiche comp.csv. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas de problème et je les ai pris. Je vais prendre état IPMSI pour vous montrer ça tout de suite. Si je clique sur état IPMSI, en fait, ça va me permettre, comme je vous le disais, il va me dire, bah, je suis donc dans Android, je suis en MCO séjour et la période de test M0 2022, il va me dire que mes données sont validables. Pourquoi? Parce que, pour les raisons comme je teste tous les jours Android, et il va me dire reprendre l'historique. C'est-à-dire aujourd'hui dans IPMSI, pour cet établissement, pour mon établissement, il voit que la date de dernière transmission, elle a été faite le 15 février 2023 à 18 h. Le dernier traitement commandé, c'était le 15 février à 18 h. Et le dernier traitement qui a été réussi, donc c'est le 15 février 2023. D'accord? Donc c'était hier. OK? Donc gardons ça en tête. Je quitte. Je reviens là-dessus. J'ai que ces fichiers-là à faire. Donc, première étape que je dois faire, c'est de faire un contrôle. Donc, je vais contrôler mes données. J'appuie là-dessus. J'attire votre attention. Là, ça tourne. Il me dit qu'il est en train de contrôler des séjours. Et le processus, c'est celui de contrôle. D'accord? Si je vais là-dessus, dans ma fenêtre trace que j'avais ouverte tout à l'heure, comme vous pouvez voir, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il relate l'ensemble des choses qu'il a fait. Et là, j'ai le message pour me dire les contrôles sont terminés, les données sont transmettables. D'accord? Donc, je lui dis OK. Là, je reprends. Tout à l'heure, comme je vous le disais, s'il y avait eu un espace insuffisant, par exemple, j'aurais eu un message d'erreur ici pour me dire attention, il y a un espace insuffisant. Donc, ça vous donne une idée ou de piste pourquoi ça ne marche pas. Je ne ferme pas ma fenêtre trace, je la descends juste en bas pour les raisons. Une fois que j'ai fait mon contrôle, en fait, j'ai envie de savoir quels sont l'état de mes données. Donc, deuxième étape, bah, je vais regarder la synthèse. Donc là-dessus, je vais ici sur contrôle de synthèse, je clique dessus et ça m'ouvre ma fenêtre dans mon navigateur par défaut. Par exemple, ici, je suis sur Chrome. D'accord? Ah mince, pardon, excusez-moi. Je vais revenir dessus. Voilà, je reclique. Voilà. Qu'est-ce qui, ce rapport de synthèse va reprendre en fait l'ensemble de tous les fichiers que j'ai mis en entrée et il va avoir deux choses. Il va compter le nombre de anodos. Par exemple, ici, j'ai pris un gros fichier où j'ai 998. Il va y avoir deux phases. Une phase de pré-contrôle, grosso modo, ça va regarder les formats, etc. Et après, une vraie phase de contrôle. Il va me lister ici une synthèse de l'ensemble des erreurs qu'il a pu remarquer. Par exemple, si j'ai un enregistrement rattaché à aucun séjour, il n'y en a qu'un seul. Et donc, il va garder, mais il me dit qu'il en garde 998 quand même. D'accord? Il va faire la même chose sur les fichiers de RSS. Et là, par contre, la longueur de l'enregistrement, elle était incorrecte. Donc, en fait, la phase de pré-contrôle va le bloquer. C'est un contrôle qui est bloquant, donc il ne reste plus que 999.
Sur les 999, il va faire une deuxième passe de contrôle, donc je descends. Il va avoir des erreurs envoyées par la fonction de groupage, il y en a une dizaine, et ensuite il va me lister, donc ça c'est des contrôles bloquants et non bloquants, et à la fin il va m'en garder 421. Donc rappelez-vous de ce chiffre-là, on va le retrouver tout à l'heure. Pour ce qui est de mon fichier d'UM, là aujourd'hui pour la démo, on a utilisé un fichier très gros. En fait, et c'est une remarque qu'on a déjà eue là hier, enfin ce matin d'ailleurs sur Agora, en me disant mais c'est bizarre, moi j'avais qu'une dizaine de lignes sur mon fichier d'UM, j'ai un produit cartésien. En fait, dans cette version de démonstration, pour qu'on puisse justement débusquer les erreurs, on laisse ce chiffre-là, même s'il ne représente pas le nombre de lignes exactes dans le fichier, ça représente en fait le nombre d'enregistrements qui sont passés. Et donc on va avoir 2278 combinaisons qui ont pu passer. Et ainsi de suite. Et je regarde les autres tableaux. Donc vous vous rappelez, j'avais fait un fiche comp avec à traiter. Donc il y en a 69 en fin de compte qui ont été gardés. Et enfin, de mémoire, c'était un Medacan en datexp, je crois, de mémoire. Il est où? Voilà, il est là. Pardon. Et donc j'en ai 8584. 48, pardon. 8548. OK. Donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure, s'il y a une combinaison qui ne marche pas, où je vois que l'ensemble de tous mes RSS sont bloqués, ou que tous mes fichiers d'UM sont bloqués, ou que tous mes ANORESP sont bloqués, ben ça veut dire que j'ai vraiment un problème de format, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas on n'arrive pas à avoir le message donné transmettable. Une fois qu'on a vu ça, donc là je ferme, pour revenir là-dessus. Donc ça, c'était le rapport de synthèse. Je peux aller regarder dans le détail d'où venaient les petites erreurs que j'ai vues tout à l'heure. Donc je clique dessus. Là, ça m'ouvre, et c'est quelque chose que j'avais paramétré, hein, c'est le dossier de tout à l'heure. Donc j'ai soit le rapport de séjour détaillé ou le rapport de pré-traitement. On peut ouvrir le premier. Donc là-dessus, comme il est au format CSV, on voit ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai un enregistrement qui n'est pas au bon format, et là, il me le reproduit. D'accord? Vous voyez, j'avais fait exprès de couper un certain nombre de lignes, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième fichier, donc je l'ouvre là aussi. Donc là, c'est le fichier détaillé. Il va me reprendre les fichiers que j'ai mis en entrée, d'accord? Le code erreur, le code un peu plus précis, hop, d'accord? Le libellé de l'erreur, et voir le libellé de l'erreur encore beaucoup plus précis ici, d'accord? Au moins un enregistrement. J'ai le numéro administratif de séjour, le numéro de RSS, la date de début de séjour et la date de fin de séjour. Et on peut ainsi filtrer, trier, parce que très souvent, en fait, la question aurait pu aider à pourquoi vous n'avez pas fait un onglet par type de fichier. En fait, dans les discussions et en termes d'utilisation, on s'est rendu compte que des fois, sur le même séjour, on peut avoir plusieurs erreurs et qui pouvaient être intéressants pour les collègues qui ne disposent pas d'outils informatiques chez eux, pour faire le lien entre les différents séjours. S'il y a plusieurs erreurs sur un même séjour, c'est un peu plus facile de filtrer sur les numéros de séjour. Alors, donc ça, c'est le rapport détaillé. Alors, je vais fermer tout ça et je me retrouve ici. Donc, imaginons, je me dis, bon, c'est pas très grave ces erreurs-là, je veux procéder à une deuxième étape, je veux transmettre. On reviendra sur le bouton exporter tout à l'heure, d'accord? Mais là, on est vraiment dans une phase la plus générale possible. Donc, j'ai fait mon contrôle et là, je veux transmettre vers IPMSI mes données. Donc, je vais cliquer ici, transmettre et commander un traitement IPMSI. D'accord? Là, pareil, à nouveau, je vois qu'il y a transmission et commande des séjours, transmission terminée avec succès. J'attire votre attention, là, la bulle, elle est devenue orange pour dire transmission bloquée, traitement en cours ou traitement validé. Si je transmets sur une période, et ça va être le cas en normal, si j'ai validé mes données, comme vous le savez sur la plateforme IPMSI,
je ne peux plus transmettre les données. Il faut que soit je dévalide, soit que mon ARS dévalide elle aussi derrière, d'accord? Mais là, dans le cas où je suis là maintenant, c'est plutôt que la plateforme IPMSI est en train de traiter les données que j'ai reçues, elle a fini, et donc du coup, je ne peux pas transmettre, il faut attendre. Qu'est-ce que je vois ici dans ma transmission? J'ai bien 421 et 421 séjours. Donc, il n'y a que les aneurysmes qui sont liés à des séjours qui sont en bonne et due forme qui peuvent être transmis. Donc là, je dis OK. Vous voyez, quand j'ai dit OK, bah, la bulle elle est redevenue verte pour me dire que je pourrais transmettre correctement, à nouveau transmettre. Si je retourne dans ma fameuse fenêtre trace, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'il y a eu à nouveau une transmission qui a été réalisée avec succès ici. Ce que je peux faire là aussi, que je vous ai montré tout à l'heure, si je vais sur état IPMSI, vous vous rappelez, on avait regardé l'historique tout à l'heure et on avait vu que les données étaient validables à l'époque, mais que la date de dernière transmission était le 15. Et là, comme je viens juste de transmettre, vous pouvez le voir en bas à droite, donc je suis bien le 16 février, il est 15h13, donc il est 15h15, c'est vraiment la transmission que je viens de faire à l'instant. Donc ça me permet de vérifier, en fait, si je fais 2, 3, 4 essais dans la même journée, est-ce que c'est bon ou pas? D'accord? Donc là, je vais quitter à nouveau. Imaginons que je n'ai pas de RSF-ACE ou de fiche sup à transmettre. Donc, je vais normalement dans la suite récupérer mes tableaux OValid. Je descends là-dessus, je vais résultat OValid. Là, ça m'ouvre une fenêtre pour le finesse que j'ai choisi. Et là, j'ai un ensemble de choses. Alors aujourd'hui, avec la version démo, ce n'est pas forcément pertinent, mais je vous conseille quand même de tous les coder, d'accord, pour vérifier que vous les recevez bien, lesquels vous recevez et lesquels vous ne recevez pas. Donc, comme je vous le disais, les tableaux CSV, en fait, au format CSV ou XML vont pouvoir être disponibles à partir de l'année en cours, là. Alors que là, jusqu'à maintenant, c'est que le format HTML, c'est-à-dire un seul tableau, enfin une seule page HTML regroupant tous les tableaux au valide. On va avoir les scores qui vont être au format JSON bientôt aussi et les arrêtés de versement. Comme je vous le disais, c'est une version de démo, hein, donc du coup, pour certains fichiers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc je vais demander à les télécharger. Comme j'ai coché tout à l'heure que je voulais que ce soit dans un répertoire en particulier, je vais prendre ce répertoire-là, donc dans XDG, et je vais lui dire de les faire là. Je lance mon traitement, là il communique avec IPMSI et il va pouvoir les récupérer et j'ai à nouveau un, un bilan. Donc l'ensemble a réussi, il n'y a que les séjours lambda qui ont échoué, c'est un peu normal vu que je ne les ai pas envoyés. Donc, je vais dire OK. Je vais aller dans mes dossiers, que je vais quitter, pardon. Je lui ai dit de les enregistrer, vous vous rappelez, dans le dossier XDG. Et là, j'ai l'ensemble des fichiers donc, que j'ai demandé. On va regarder particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les résultats des tableaux au valide au format HTML. Il sera zippé parce qu'en général, c'est assez gros. Là, c'est pas très gros. J'ouvre en zip et je clique dessus. Donc là, c'est quelque chose qui vous est familier. Donc là, il a téléchargé tous les tableaux au valide. Donc je vérifie. Première chose, donc je suis bien l'établissement 1. La date, je suis bien aujourd'hui. Et c'est bien le traitement de 15h13. Ça aussi, c'est une nouveauté qu'on a rajoutée, c'est-à-dire l'heure du traitement. Parce que très souvent, imaginons, voilà, vous transmettez vers IPMSI, le traitement n'a pas fini de se faire si c'est des gros volumes. Vous téléchargez votre tableau et vous dites mince, ce n'est pas exactement les résultats auxquels on s'attend. Or, c'est juste que c'est le traitement d'avant. Alors, dans IPMSI, vous avez beaucoup d'informations sur l'historique, etc. Mais dans les tableaux Ovalis, jusqu'à présent, ce n'était pas affiché la date et heure. C'est ce qu'on a à rajouter. Donc là, il y a l'ensemble de tous les tableaux. On ne va pas les faire tous, je vous rassure. Je voulais juste qu'on descende sur ce tableau-là. Et dans ce tableau-là, on retrouve que le nombre de RSA qui a été transmis, c'est 421. D'accord? Si vous vous rappelez, c'était ce nombre-là
pour lequel je vous disais de le garder en mémoire. Et c'est là aussi, ça permet de vérifier que ce qu'a envoyé Druid est bien ce qu'a reçu de l'autre côté Ovalide est affiché. Voilà sur cette partie-là. Donc on a fait, vous vous rappelez, on ouvre la fenêtre trace pour suivre l'ensemble des traitements qui sont réalisés. On choisit la période M0. On choisit les fichiers qu'on veut traiter. Donc pendant la phase de test, je vous conseille vraiment de faire comme moi, c'est-à-dire de prendre un tout petit volume de fichiers, mais il faut vraiment que ce soit des fichiers que vous avez déjà utilisés pour qu'ils soient au bon format. On les introduit, on télécharge ici. On regarde état IPMSI, ça c'est si vous voulez les utiliser. On fait une première phase de contrôle. On regarde le résultat, donc synthèse et détaillé si j'ai besoin. Ensuite, je fais une transmission et je récupère mes tableaux de résultats Ovalide. Quand je suis content que ça marche et tout, cette possibilité, comme je vous disais, je peux, en cliquant dessus, valider mes données plutôt que d'aller sur IPMSI. Et là, il me dit validation réalisée avec succès. Je dis OK. Je vais Et là, vous voyez, comme les résultats sont validés directement, ben, je ne peux plus transmettre. En fait. Si je vais sur état IPMSI et je demande, par rapport à tout à l'heure où les données étaient validables, là, c'est validé établissement à la date du 16 et donc à 15h20, comme je viens de le faire. Donc pour pouvoir continuer à travailler, je vais les dévalider. Je clique dessus, donc les données sont dévalidées. Et donc dans état IPMSI, à nouveau validable et je peux continuer à travailler. Et là, la transmission, elle est à nouveau possible. On va retrouver en fait cette même logique sur tous les autres onglets. C'est-à-dire là, j'ai fait le séjour, c'est là où je disais tout à l'heure de façon séquentielle, c'est-à-dire j'ai fait ça, j'ai transmis, j'ai fait contrôler, pardon, j'ai transmis. Je peux faire la même chose avec les fiches sup. D'accord. Pour les fiches sup, il y a un module pour continuer à créer les fiches sup soi-même, ou alors c'est des fiches sup qu'on a eu par ailleurs. Donc si je clique là-dessus, ça permet d'éditer un fiche sup. Là, par exemple, c'est le PPCO. C'est des choses que vous connaissez. Hein. Je fais créer, je rentre mes données, je fais valider, et ensuite je l'exporte. Là, je ne vais pas le faire. Hop, voulez-vous quitter sans valider? Oui. Donc, je suis là. Là, pareil, aussi, si je fais état IPMSI, ça va me lister l'ensemble des fiches sup, donc relié à mon onglet fiches sup pour me dire RIHN, voilà, l'ensemble de tout ce qu'on a déjà fait. Vous voyez que comme on a testé de notre côté, voilà, donc je suis sur PPCO. Vous voyez la dernière transmission, etc. Là aussi date du 15 hier. Donc, pareil, comme tout à l'heure, j'ai coché pour le PPCO, je vais le contrôler. Alors, j'ai pris quelque chose de très petit, hein, donc ça va très très vite. Donc, il me dit OK. Si je vais sur état IPMSI, à nouveau, ça met un peu plus de temps. Voilà. Donc, je retourne sur PPCO. Normalement, ah oui, j'ai fait contrôler, pardon, j'ai pas transmis. Désolé. Vous voyez. Donc, j'ai fait le contrôle. Je peux regarder ici la synthèse et la synthèse détaillée, d'accord, enfin le résultat détaillé, on ne va pas ouvrir là-dessus, mais c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Je suis content, je transmets. Donc là aussi, pareil, je vois que ça a été transmis. Il y a un seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une seule ligne juste pour la démonstration d'aujourd'hui. Je lui dis OK. Et donc, si je vais dans état IPMSI, on va regarder. Alors, mon PPCO, donc vous vous rappelez, c'était sur 15. Et là, voilà, j'ai l'info que j'ai envoyée le 16 février à 15h23. Il a bien reçu, ça a été traité et le traitement a été réussi. Des fois, s'il y a un petit souci sur la plateforme IPMSI, bah, vous allez avoir le fait que ça a été bien transmis, bien reçu, mais que le traitement, soit il est encore en cours, soit il échoue, soit il a réussi. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Voire quasi jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce genre de souci. La même chose pour les RSF ACE, on ne va pas refaire la démonstration. Hein. État IPMSI, pareil, ça marche. On voit que c'est le 15 février que j'ai envoyé le dernier RSF
RSF ACE. Voilà pour l'ensemble des choses. Sur séjour, lambda séjour et lambda ACE, ça ne marche pas la version démo, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les principes sont les mêmes. Je vous invite ceux qui font des lambda à regarder le guide d'utilisation qui détaille, mais grosso modo, on met les fichiers qui sont en lien avec les lambdas, mais c'est plutôt les dossiers qu'il faut désigner et dans lesquels il faudra mettre les fichiers. C'est un peu plus contraignant peut-être que les versions d'avant avec les outils actuels, mais ça permet de simplifier, notamment dans les cas de fusion d'établissements, de fermeture, ouverture, etc. D'accord? Et de toute façon, voilà, comme je vous le disais, ça ne marche pas là sur cette version de démo, la transmission. On a préféré bloquer cette transmission. Je reviens là-dessus parce qu'il reste deux choses qu'on n'a pas vues ensemble. Donc, on a la fonction exporter qui permet en fait, plutôt que de faire une transmission vers la plateforme IPMSI, une fois que j'ai fait mon contrôle, de exporter le panier. Donc, tout à l'heure, vous avez entendu le collègue qui disait est-ce que c'est possible d'avoir ça sur un disque dur externe, etc. Bah, c'est en cliquant sur exporter qu'on va exporter le dernier contrôle qui a été réalisé sur son disque dur. Et c'est ce panier-là, on va pouvoir ensuite l'importer sur IPMSI en allant directement sur IPMSI ou alors à un moment ultérieur en revenant parce que la liaison elle est revenue sans relancer le contrôle, décider de transmettre parce que ça reste en mémoire. Ça c'était le point sur exporter. Et dernier point, c'est sur, si vous vous rappelez, cette dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée et qui est un éditeur du fichier d'UM. Donc si je clique dessus, qu'est-ce que ça permet de me dire? En fait, ça va permettre d'éditer le fichier d'UM. Donc il y a deux possibilités, voire trois. Soit on crée de nouveau un fichier d'UM, donc on fait créer ici, et ça ouvre. Soit j'importe un fichier d'UM, ou alors je crée les UM à partir d'un fichier de RSS. J'ai mon fichier de RSS, je l'importe ici et il va me lister la liste, les numéros pardon, des UM et je vais pouvoir les spécifier. Ce que je voudrais vous montrer, c'est plutôt la fonctionnalité importer un fichier d'UM. D'accord? Je suis là, donc c'est mon fameux fichier d'UM que j'importe. Il est ici, je vais le choisir. Donc il me dit qu'il l'a importé, mais qu'il y a une ou plusieurs alertes. D'accord? 3 avec alerte. On va regarder ces alertes-là. Si vous vous rappelez, quand on avait fait le contrôle, pardon, il nous avait signalé qu'il y avait des soucis sur quelques UM. Là, je peux trier. Je vais trier première fois. Ah non, c'était dans l'autre sens que j'aurais dû le faire. Clique une deuxième fois. C'est un peu long parce que on a mis vraiment beaucoup de lignes là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Et c'est les erreurs qu'on a retrouvées tout à l'heure. Type d'autorisation invalide, effectivement, la 29A, ça n'existe pas. Type d'autorisation, la EOE et la 29Z. Et là, mode d'hospitalisation invalide pour le type d'autorisation parce que je l'ai laissé à vide tout à l'heure. Comme je vous disais, j'ai fait exprès d'enlever. D'accord? Donc, je peux modifier et corriger, par exemple ici. Voilà. Si je dis de le modifier, et je peux modifier le type d'autorisation que je veux faire. D'accord? Une fois que j'ai fini ça, eh ben, j'enregistre mon fichier d'UM dans le dossier de travail que je veux. Je quitte. Non. Je retourne ici et je vais télécharger mon fichier d'UM parce que je l'ai corrigé. Alors, donc voilà, là, on a vu quasiment l'ensemble de toutes les fonctionnalités. Comme vous avez vu, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Pour la phase de test, pour la prise en main, comme vous vous rappelez, je vous conseille premièrement d'ouvrir toujours la fenêtre trace au début pour pouvoir suivre ce qui s'y fait. D'accord? C'est la fenêtre là, une fois que j'ai ouvert, et de la laisser ouverte. Vous voyez l'ensemble des choses qu'on a fait ensuite, c'est-à-dire pour le PPCO par exemple, on a cette trace ici, on a la transmission possible, etc. Et comme ça, si vous êtes en difficulté et que vous êtes obligé de poster ou d'interpeller le support chez nous, on va vous demander de toute façon les 2-3 petites choses, c'est-à-dire notamment la fenêtre trace et votre rapport de synthèse pour vérifier que tout est bon. Ensuite, il y a état IPMSI et les 3 étapes, c'est-à-dire je télécharge les fichiers,
je fais un contrôle, je regarde le résultat, je transmets et je récupère les résultats au valide. Vous faites ça avec un minimum de données et quand c'est bon, vous faites ça avec vos données M10 parce que c'est comme ça que ça va être traité et vous pourrez ainsi comparer le tableau au valide que vous avez eu avec les tableaux au valide que vous aviez pour la transmission officielle de 2000, que vous avez réalisé en M10 2010. Voilà pour la partie ex-DG. J'espère que ça n'a pas été trop soporifique et que je n'ai pas été ni trop rapide, ni trop lent. Ce que je vous propose là, c'est de regarder là, excusez-moi, je vais relancer pour qu'on regarde à quoi ressemble Druid pour les collègues ex-OQN pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et un dernier point sur le mode hors connexion. Donc là, je me reconnecte. Donc ah oui, peut-être avant. Paramètres de connexion, je vous en ai parlé tout à l'heure très rapidement. Donc c'est cette fenêtre-là, hein, d'accord? Vous cliquez ici pour tester la connexion, voir si ça marche ou pas. Et si vous utilisez un proxy, vous faites quand même importer les paramètres de proxy parce que vous allez pouvoir quand même vous connecter, mais il y aura un petit souci par la suite sur la transmission. Voilà. Et ça ne concerne vraiment que les collègues qui utilisent des proxys. Les autres, oubliez ce que je vous ai montré là. Donc, je reviens là-dessus. Donc, je m'authentifie. Il m'a reconnu. Je vais prendre deuxième finesse OQN, ex-OQN. On reconnaît là aussi. Bon, la même chose, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les paramètres de validation. Et donc là, je me retrouve ici. Donc là, il y a beaucoup moins d'onglets. Normal, il n'y a pas de RSF SCE, par exemple, pour les établissements ex-OQN. Donc j'ai un premier onglet séjour et facture et un deuxième onglet fiche sup OQN. Donc ça, on a vu tout à l'heure, ça marche exactement de la même façon. Je clique sur celui que je veux, vous voyez, il me permet de l'ouvrir. J'ai une petite, la bulle, elle est verte pour me permettre de faire ce travail. Donc je reviens sur séjour et facture, je mets mes RSS groupés, mes autorisations d'UM, j'ai toujours la gestion d'UM si j'ai besoin, les fichiers complémentaires, par contre j'ai pas de HANA-OSP, forcément j'ai les RSF ici et les fiches comp. Ensuite, il y a un point particulier, c'est vraiment, ça concerne les associations et les structures de dialyse qui, pour certaines, ne sont pas obligées d'envoyer, peuvent envoyer juste des RSF et pas des RSF et des RSS. Donc, elles peuvent préciser cela en cliquant ici ou ici. Tout le reste est exactement de la même façon. Donc, j'ai mes comptes rendus ici, la bulle verte, les transmissions, état IPMSI, contrôler, exporter, transmettre, résultat au valide et valider. D'accord? C'est exactement la même chose et la même procédure. Je quitte et une dernière connexion. Donc, je me reconnecte sur vide. Alors, voilà. Donc, je remets. Donc là, je n'ai pas de connexion à Internet. Donc, je vais lui dire, je suis en mode hors ligne. Donc, je m'authentifie. Et là, il me dit, vous allez utiliser Druid donc en mode hors ligne. Dans ce cas-là, vous ne pouvez que contrôler et exporter localement les données. Souhaitez-vous continuer? Je vais dire oui. Si je m'étais jamais connecté encore et qu'il ne me reconnaissait pas, bah, il m'aurait dit malheureusement, bah, vous ne pouvez pas. Et voilà, ça c'est vraiment pour des raisons de sécurité. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de vous connecter au moins une fois. Comme ça, s'il y a un problème de réseau ou Internet par la suite, vous pourrez toujours travailler en local, exporter comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je dis OK. Vous voyez ce qui se passe là, c'est que j'ai ce symbole-là pour me dire que je vais travailler en mode hors ligne. Donc si je reprends mon premier finesse, je valide. Là, bon, rien de particulier. Et je lance. Là, je vais retrouver à nouveau en fait ce signe-là pour me dire que je travaille en mode hors ligne. Et si état IPMSI, bah, ça ne marchera pas. Forcément, il ne peut pas se connecter à état IPMSI. Par contre, il peut contrôler, il peut exporter, mais il ne peut pas transmettre,
il ne peut pas commander de traitement, il ne peut pas récupérer les résultats au valide et il ne peut pas valider. D'accord? Tous ces boutons-là ne sont pas fonctionnels dans ce mode. Donc, je peux faire mon contrôle et à la fin, au lieu de transmettre, je vais exporter et choisir localement, voilà, où est-ce que je veux exporter sur mon disque dur, dans mes dossiers, etc. Voilà où semble des choses. Je crois qu'on a fini. Donc je quitte. Ennis, il y Oui, a quelques personnes qui demandent de montrer pour les visual valo et visual qualité où ça se trouve. d'accord. Ok. Alors, j'aurais peut-être pas dû. En fait, je voulais pas quitter. Je voulais arrêter le partage pour justement permettre cela. Je vais me reconnecter et on va faire une petite, enfin une petite pause, non, mais la session. Alors, on va s'authentifier. Donc, ce que je vous propose, donc du coup, peut-être là, effectivement, moi pour la partie démo, on a fini. Si vous avez de votre côté donc les questions qui sont à poser, donc j'ai entendu la première par rapport au visual valo, séjour, etc. Peut-être que je suis passé un peu trop vite tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait le contrôle, etc., en fait, c'est ici dans résultat au valide. Et ça me fait penser que peut-être pour nous, d'ailleurs, sur la version finale, il faudra qu'on le précise un peu mieux en termes de terminologie. C'est-à-dire que quand on dit résultat au valide, ce ne sont pas forcément que les tableaux au valide, mais tout ce qu'on peut récupérer à partir de en fait, du module au valide. Et c'est ici, vous voyez, il y avait quelque chose qui s'appelait visual. Donc, on va trouver visual qualité, visual valo séjour, visual valo ACE, séjour non valorisé et les lambda. Et ensuite, les tableaux au valide et les scores. Vous vous rappelez, je les avais téléchargés. Hein. Et quand on ouvre, si j'ouvre euh, résultats de tout à l'heure, je vais les retrouver ici. Visual, par exemple, séjour non valorisé ou valo ACE, valo qualité, par exemple. Si j'ouvre là, j'espère que ça a marché. Voilà. Donc, je vais retrouver l'ensemble de mes visuels qualité avec les index, les numéros de séjour, le milieu administratif, le test de qualité. D'accord? Donc ils sont là. Pour que ça marche, bien sûr, il faut avoir fait un export qui a une archive locale qui existe et c'est comme ça que Druid va pouvoir faire la liaison entre les deux. On va trouver Visual Calito et les autres aussi. Est-ce que tu as une autre question? Oui, alors pour les OQN, j'ai comment pour gérer les dialyses. Oui. Je souhaiterais voir comment on fait. Alors bon, t'es reparti dans le finesse DGF, mais Ouais. Alors, pour les dialyses, en fait, c'est le même principe que tout à l'heure. La seule chose, et j'en suis désolé, j'ai pas prévu de fichier de test, donc je ne vais pas pouvoir faire cette démo en direct. Mais en fait, la plupart, en tout cas les collègues avec qui on a testé ça, ils produisaient quand même, c'est des établissements qui sont purement de dialyse. Je parle vraiment, hein, je ne dis pas des cliniques qui font des dialyses, je parle vraiment de ces structures et associations de dialyse. Je ne sais même plus d'ailleurs si on continue toujours à dire association. En tout cas, des structures de dialyse. La particularité, c'est qu'ils n'envoient pas de fichiers de RSS. Et donc, il faut qu'ils choisissent du coup, est-ce que c'est un envoi sur un seul finesse ou sur multi-finesse, c'est en bas, et ils vont choisir juste les RSF parce qu'ils n'envoient que des RSF. C'est vraiment très simple là-dessus. Donc, ce que je propose aux collègues, je suis désolé, je n'ai pas pensé à prendre des fichiers de test aujourd'hui, mais il télécharge Druid, il fait ses essais, et normalement, voilà, c'est vraiment très simple à faire, et il n'hésite pas à nous envoyer un retour ou des questions sur Agora ou sur le support pour qu'on lui vienne en aide si besoin. alors pour ma part, j'ai eu pas mal de questions concernant Magic. Beaucoup se posaient la question si Druid intégrait Magic, donc non.
il faudra bien utiliser le logiciel Magic comme vous faites actuellement pour effectivement effectuer le fichier ANOHOSP. On a eu cette question aussi la semaine dernière et vous verrez sur le diaporama qui est déjà sur le site, on a répondu à cette question. Là, aujourd'hui, il faut pour les établissements donc ex-DG, il faut continuer à utiliser effectivement, Magic. Peut-être qu'on verra pour la suite, mais après de grands débats à l'agence, on a préféré que Magic continue et en entrée, c'est bien le fichier ANOHOSP qu'on met. C'est pas VidOSP, hein, c'est vraiment le ANOHOSP en sortie de Magic. Après, bah, j'ai répondu pas mal à des questions par chat. Sinon, alors il m'en reste. Est-ce que les numéros de séjour pour les anomalies administratives et sur le fichier RSFACE seront aussi présents dans le rapport détaillé? Ça, je pense que c'est quand Oui, vous montrez les rapports. oui, oui, ça y est, hein, les numéros de séjour. Ah oui, il voudrait le donc numéro administratif de séjour. Euh, je vais regarder parce que je t'avoue que euh, pardon. Là, c'est peut-être plus facile pour y aller par là. Voilà. Donc on est là-dessus. Et ce qui est prévu aujourd'hui. Alors, on a le numéro administratif de séjour et le numéro de RSS, la date de début et date de fin de séjour. Et dans la question, qu'est-ce qu'il demandait le collègue? Est-ce que les numéros de séjour pour les anomalies administratives et sur le fichier RSFACE seront aussi présents dans le rapport Oui, détaillé? alors sur le RSF ACE, normalement, ce ne sont pas des séjours, hein, c'est des actes. Donc on devrait avoir les numéros d'actes. Peut-être prépare une autre question, je vais essayer de lancer ça Ouais, ok. direct. Alors, une autre question, sera-t-il possible de traiter rétrospectivement des données d'un mois antérieur au dernier mois envoyé pour un autre établissement? J'ai pas tout compris. En fait, la connexion, de toute façon, elle est par votre login, mot de passe et le finesse de l'établissement en question et avec la version que vous aurez choisie pour la période. Donc, si vous respectez cette combinaison-là, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Alors, est-ce que c'est Si le valideur n'est pas la personne qui transmet les données d'activité, le bouton valider dévalider peut-il être bloqué? le bouton valider, dévalider est en lien avec le rôle Le compte? Ouais. et le compte en lien avec le login IPMSI. Donc, si vous souhaitez ne pas donner ce droit-là, oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Il y a des collègues DIM qui s'organisent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un team ou un team référent ou le team présent qui fait la partie contrôle, gestion de fichiers, et par contre, il n'a pas le rôle de valideur ou des valideurs. C'est pour ça que j'avais mis plus ou moins. Donc, voilà, si c'est paramétré ainsi sur la plateforme IPMSI et plage, eh ben, ça va être le cas d'Android. Android va récupérer cette info là, cette info là. Je profite du coup pour répondre, hein, j'avais un fichier de contrôle RSF ACE, donc c'est bien ce que je dis, hein, c'est pas des numéros de séjour qui sont en lien avec les RSF ACE. Donc vous allez avoir soit le numéro de facture et le numéro de la ligne dans le fichier et son type. Pour répondre à ta question de tout à l'heure. Ouais, ok. Oui, j'en ai pas mal. Ça défile. Alors, on va essayer de continuer. La validation doit-elle se faire par type de fichier ou cela doit être fait par onglet? Alors, elle est faite par type de. En fait, elle est faite pour l'ensemble des données qui sont sur IPMSI. C'est pour ça que c'est validé, dévalidé. On valide et dévalide l'ensemble des envois qu'on a réalisés. Et je fais un export du traitement avant de transmettre afin d'avoir une sauvegarde. Est-ce nécessaire?
Non. En fait, automatiquement, quand vous allez faire une transmission, il va y avoir la sauvegarde, elle va se créer dans votre fichier de sauvegarde. C'est pour ça que c'est ce qui permet d'ailleurs ensuite de disposer de cette archive. Il y a une archive qui est créée automatiquement dans votre fichier de sauvegarde. Il n'y a pas besoin d'exporter avant de transmettre. C'est, quand vous transmettez, ça crée automatiquement un fichier, enfin un panier ou une archive dans le dossier de sauvegarde. Après, dans cette version de démo, par contre, pour les exports, il faut faire attention parce que ça peut venir écraser la dernière, le dernier export qui a été créé. Mais ça, c'est juste pour la version de démo. Mais c'est une évolution qu'il y aura pour les prochaines, pour la version de production. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous faites une transmission, vous n'avez pas besoin, enfin, ça crée un dossier, une archive dans le répertoire sauvegarde. Oui. Je te propose voilà, de prendre des questions du coup à vous, à Christophe et Aurélie, qui ne concernent pas forcément un établissement. Si tu as des questions qui reviennent très souvent. Plus général, après Non, mais qui peuvent intéresser tout le monde hein, aussi. Ouais, bah, si plusieurs gestionnaires de fichiers sur l'établissement, est-ce que chaque gestionnaire aura accès à l'ensemble des traces aux différents fichiers de contrôle, quel que soit le gestionnaire ayant chargé les fichiers? Alors ça aussi, pareil, c'est une question qu'on avait posée la semaine dernière. C'est vraiment lié au poste et là où vous avez créé vos archives, etc. C'est-à-dire que les contrôles que Yanis Cellini il a fait avec son compte vont être enregistrés dans ce dossier et normalement c'est en lien avec ce que moi j'ai fait. Après, bien sûr, dans le dossier, quelqu'un d'autre pourra les ouvrir, hein, c'est des choses au format CSV, et cetera, qui pourront être ouverts. D'ailleurs, vous avez vu, j'y accède pas forcément. Là, j'y accède par Droid parce que c'est plus facile pour moi. Mais euh, par exemple, si comme j'ai cliqué ici, ça se trouve, voilà, vous avez le lien, hein, c'est dans mon répertoire utilisateur, c'est AppData, c'est Romig, ATIH, Droid. Et après, vous pouvez le trouver, le dossier, il est accessible. Ça, c'est pour HTM. Et sinon, pour l'autre, le .csv, euh, voilà, c'est toujours dans le même dossier ATH8 dans les logs avec le finesse, IRSFSCE et compte rendu de détail. On peut le retrouver si c'est ça la question. Peut-être une petite dernière. Est-ce que les anomalies administratives seront bloquantes pour les envois, contrairement à GNRSA où elles ne l'étaient pas? Je sais pas Alors, trop. ça dépend de ce qu'on appelle anomalie administrative, hein. Je vous rappelle tout à l'heure. De toute façon, la liste des contrôles bloquants, pas bloquants, etc., elles sont disponibles dans le manuel, le guide utilisateur. À nouveau, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait exactement le même traitement bloquant, pas bloquant entre les outils classiques et Druid, malgré plusieurs passes dessus, les tests en interne, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte on est passé à côté de quelque chose et c'est ce qui a fait que l'un des collègues il a posté une question sur Agora en me disant, je crois que c'était sur euh, c'était pas sur un fiche comp de DMI ou quelque chose comme ça, où la variable devait être numérique. Donc ça doit être, je ne me rappelle plus, je suis désolé du nom de la variable. Et dans son fichier, c'était 4 espaces 1000, je crois. Et donc, c'était accepté par GNRSA, alors que Druid, pour lui, c'est une variable numérique, donc il s'attendait à avoir 4.0, 4.0 1000 et il a bloqué. Mais c'était vraiment sur fiche comp. Donc on est en train de revoir avec les collègues pour qu'ils revérifient cela, mais on devrait avoir exactement le même type de traitement par Druid et les outils classiques. Druid, par contre, risque de signaler, je dis ça pour les établissements ex-OQN sur la partie facture, où les fichiers de facture sont supposés normalement respecter la norme B2 et on s'est rendu compte lors des tests qu'on a fait que ce n'était pas toujours le cas. Les histoires, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, GNRSA et Agraph sont
un peu plus souples et donc permettre de rattraper des choses. Druid est un peu plus rigide et il va le signaler et c'est pour ça vous allez risquer d'avoir des fichiers de log beaucoup plus gros et beaucoup plus importants que ce qui était fait jusqu'à maintenant. Mais normalement, il n'est pas supposé les bloquer si GNRSA ne le bloque pas. Si c'est le cas, il faut vraiment nous faire un signalement dans, dans Agora parce que je reviens au tout début de la présentation, où je disais c'est tout l'intérêt de cette phase de test ouverte à tout le monde, quoi. On a essayé de faire au mieux, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'être passé à côté de quelque chose. Oui. Christophe, ouais, je te laisse la main. Quand est prévu le SSR et la psy? Cathy. Donc voilà, ça aussi pareil, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais, franchement là, l'idée elle est vraiment de finaliser pour la partie MCO. On va débuter les travaux après. Bon, historiquement, on a toujours fait HAD, SSR, l'APSI en dernier, mais c'est encore à voir en interne à la TIH avec les différentes fédérations, peut-être avec les éditeurs aussi. On va faire un point, je pense, de retour d'expérience aussi plus qu'important sur ces phases-là. Et voilà, on va commencer les travaux en 2023. On n'a pas encore décidé par quel champ. Peut-être ce sera l'HAD, peut-être le SSR, peut-être la psy, qui fait. Mais pour l'instant, c'est pas décidé, quoi. Est-ce que je peux vous proposer qu'on s'arrête là sur les questions sur Druid, si vous le permettez, sauf si vous voyez vraiment une question qui n'a pas été posée, notamment la semaine dernière. Ah, il y a des questions, effectivement, il y a d'autres questions pointues. Alors, où identifier les différences de groupage jusqu'à présent identifiées dans le log de GNRSA? Ça, effectivement, c'est une question pointue. Alors, en fait, bon, typiquement, voilà, ce genre de questions, de toute façon, ce qu'on voulait dire, et peut-être que vous avez loupé ça au début, l'ensemble des questions que vous avez posées dans le chat, on va les récupérer. C'est ce qui nous a permis aussi hein, d'alimenter le diaporama de la semaine dernière. Comme vous voyez, on a repris l'ensemble de ces questions-là qui ont été publiées la semaine dernière. Aujourd'hui, vos questions, on va y apporter une réponse précise là-dessus. Quand on n'a pas la réponse, on se permettra de contacter. Si ce n'est pas le cas, on est très preneur que vous nous posiez la question, soit sur le support ou via Agora, pour qu'on puisse vous contacter directement. Donc, il y a déjà toutes ces questions, dont certaines que vous avez posées. Hein. Là, je vois voilà, sur Magic, sur qu'est-ce qu'il faut permettre comme adresse URL pour la DSI, et on viendra enrichir cela avec les questions d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut se dire, là je vois, bon, il est 15h52, hein, on peut poursuivre encore avec une ou deux questions. La validation sur le site IPMSI reste-t-elle accessible? Oui, IPMSI continue à fonctionner comme aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure Oui, dans le c'est une répétition. diaporama, que en fait, Druid le permet, mais ne se substitue pas à IPMSI. Il permet de commander à distance, mais toutes les fonctionnalités restent disponibles dans IPMSI. Télécharger les tableaux, les regarder, valider, dévalider, commander les traitements, etc. Peut-être une dernière, Ennis, il y a une question qui a été posée plusieurs fois. Les erreurs bloquantes sont-elles transmises pour tous les fichiers car elles ne le seront plus pour le RSS sans VDOSP avec Druid? Pour les RSS sans VDOSP. En fait, Ça, normalement, GNRSA ne transmet pas, et on revérifiera, hein, mais pour moi, ne transmet pas ouais, les je erreurs, vérifie, ouais. mais retransmet, c'est-à-dire que dans le fichier ANOHOSP, en entrée de Druid, il peut y avoir des codes retour
fait les codes retour sur la qualité de certaines données administratives qui étaient dans le DOSP. Et c'est ça qu'on va revérifier cela. D'accord. Ouais, on va Je le revérifier. note. On se le note. Alors, bon, il est 15h54. Peut-être que je vous propose qu'on arrête là. Sur donc les questions de chat, hein, je l'ai dit et je le redis, on les reprend et on va enrichir le diaporama d'aujourd'hui et le mettre en ligne. Celui de la semaine, en tout cas c'est celui-là, celui de la semaine dernière qu'on a enrichi, mais on viendra le rajouter. La vidéo et la session d'aujourd'hui, pareil, est enregistrée et sera mise à disposition pour que vous puissiez réécouter s'il y avait besoin. Il y a un guide d'utilisateur qui est bien précis, fourni, et on espère qu'il sera d'utilité. Gardez en mémoire le fait de faire un premier essai avec peu de volume, ouvrir la fenêtre trace pour ce suivi-là. L'adresse, on vous l'a noté aussi en cas de difficulté sur l'utilisation, donc support@atih.santé.fr ou sur le thème Agora. Je vous propose donc de finir et de fermer cette session. Un grand merci à Guylaine, Robert pour l'organisation logistique, etc. Et c'était très compliqué. Un grand merci à Christophe et à Aurélie d'être présents aujourd'hui pour répondre aux questions. Un merci aussi aux collègues en établissement qui nous ont vraiment permis de bien avancer sur sur ce projet qui est très important pour tout le monde et on espère que ça aboutira sans souci ou les moins soucis possibles pour l'ensemble d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire cette remontée. Et puis voilà, moi aujourd'hui, comme je vous disais, je présente, mais derrière, il y a vraiment beaucoup de collègues de la TIH, Nicolas, Ali, Ronald, Aurélie, bon, qui est là, Marc, Fatia, et j'en oublie d'autres. Merci à eux pour l'implication dans ce projet et au plaisir de vous rencontrer peut-être de visu bientôt. Merci beaucoup. Et merci à toi, Enis. Je t'en prie. Voilà Guylaine, donc tu peux couper. Eh bien, merci à tous. Au revoir et à bientôt.